Merci beaucoup. Je voulais d'abord vous rassurer, je n'ai pas l'intention de prendre la parole cagoulée. Donc, mais à la fin d'un rhume tout à fait sévère, je voulais vous protéger et vous rassurer que c'est vraiment la fin. Mais en même temps, j'exprime toute une joie d'être parmi vous autour de cette honorable table face à des hautes personnalités, un élan qui regroupe à la fois des académiciens, des diplomates, collègues des pays frères et amis, la Turquie, l'Iran, le Mali, et donc je vous salue, vous tous ici présents. Ça m'a été donc, c'est mon deuxième passage en moins de 10 jours. Je ne savais pas que j'allais être invité, mais en tout cas, il y a 2 jours seulement, j'ai réussi à préparer, malgré cette petite malaise, 2 petites feuilles que je tiens à lire, mais j'ai plus de choses à dire que ce qui était écrit. Effectivement, en réponse et en commentant le magnifique présentation faite par le recteur, tout d'abord, et par aussi le professeur et l'ambassadeur Rambo. Donc, plein de questions et des points à soulever peut-être un peu plus tard. Mais la Palestine, comme vous le savez, c'est une terre connue à travers l'histoire, terre d'asile pour tous les opprimés de cette région. À travers son histoire et à travers l'histoire de la région, la Palestine était un pays toujours connu de son atmosphère qui permet à donner cet espace de cohabitation, de tolérance et de spiritualité. Cette diversité culturelle et religieuse qui existe encore en Palestine forge le caractère millénaire de ce peuple qui est à la fois héritier de Moïse, de Jésus et de Mohammed. Et font de cette terre également un terreau fertile pour mieux imaginer un modèle de paix juste et durable fondé sur la réconciliation, le respect et la dignité. Et donc la Palestine, comme valeur ajoutée à la paix et à la sécurité, nécessite qu'on évoque tous ensemble ce thème à travers ces 2 concepts, la paix et la sécurité, voire leur implication réelle dans la question palestinienne telle que nous vivons aujourd'hui. Bon, pour les Palestiniens que nous sommes, la paix ne peut se réduire à une simple coexistence forcée entre occupants et occupés, car cela veut dire seulement le dictat des vainqueurs. La paix réelle, à notre avis, doit absolument inclure l'aspect de droit et de justice, les valeurs de l'homme, pour pouvoir perdurer et survivre dans le temps et dans l'espace. Il s'agit seulement d'une paix entre égaux, la seule forme fiable et possible. La paix en Palestine passe donc par la réalisation des droits fondamentaux du peuple palestinien, tout en respectant les non-palestiniens et la sécurité de tous. La machine impérialiste et colonialiste, qui était la cause de cette affaire dès le départ, il y a 100 ans, il y a un siècle déjà, s'y oppose toujours. Les parrains de ce projet s'y opposent encore. Il faut donc s'approfondir dans le conflit, dans l'origine de ce mal, et surtout remonter un peu vers le début de cette création et de cette question. La sécurité est un concept aussi souvent accaparé
par ces mêmes puissances pour justifier des politiques oppressives ou des guerres préventives. Il est sûr que la cause palestinienne reste au cœur de cette instabilité régionale. Non pas parce qu'elle est la source des violences, mais plutôt la conséquence directe de non-règlement de ces sources de violence, qui est l'occupation, mais aussi qui est l'arrogance et la complicité de certaines puissances en soutien de cette impunité par laquelle agit l'occupation sur place aujourd'hui. Et tant que cette injustice persiste, les réactions continueront. La Palestine agit comme un métronome de la paix régionale. Son oppression nourrit les tensions, ses résistances éveillent les consciences. C'est une logique de cause à effet, de violence et de contre-violence, nourrie par le refus d'un règlement juste. D'un point de vue palestinien, la sécurité ne peut être imposée sous forme unilatérale, celle d'un régime au détriment d'un autre peuple. Et comme la paix, elle est aussi mutuelle. La sécurité des uns ne peut reposer sur l'insécurité des autres, malheureusement. Mais c'est exactement ce qui se passe en Palestine et dans la tragédie sans arrêt depuis le début du conflit. Dans un contexte d'occupation et de colonisation, la sécurité des Palestiniens n'a jamais été évoquée. Pourtant, les Palestiniens sont toujours la majorité écrasante en nombre de victimes tout au long d'un siècle de négation. Il est donc primordial de reconsidérer la notion de la sécurité comme la condition première d'un rétablissement d'un ordre régional et mondial. Autrement dit, il ne peut y avoir de sécurité internationale durable sans que la Palestine soit reconnue dans ses droits et à l'intérieur de ses frontières sécurisées. L'alternative serait de voir le conflit persister jusqu'à l'infini. Face à tout cela, l'ONU a été à la fois une tribune d'expression et de défense du droit palestinien, mais aussi le témoin vivant de son non-respect et de l'impunité de ceux qui le violent. La reconnaissance de l'État de Palestine comme observateur non membre en 2012 était un moment très fort de symbole, tout comme la multiplication des résolutions affirmant le droit palestinien, son droit à l'autodétermination, la fin de l'occupation, le retour des réfugiés, l'illégalité de colonies, etc. Mais dans la réalité, toutes ces décisions restent non contraignantes et non appliquées. Le monde, et je ne vous apprends rien, s'est vu divisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 5 zones d'intérêt. 5 zones étaient départagées entre 5 grandes puissances. Malheureusement, c'est le reflet de ce qu'on voit au plus haut ou sous la plus haute instance unisienne, le Conseil de sécurité, qui est devenu aussi otage, paralysé par le veto américain, très souvent utilisé quand il s'agit de la Palestine ou du droit palestinien, mais parfois aussi britannique. Ces deux qui protègent toujours Israël contre toute sanction, même en cas de violation grave du droit international. Entre la Palestine occupée par Israël et l'Ukraine occupée par la Fédération russe, ce contraste est devenu flagrant et même insupportable. Cette politique, ce qu'on dit souvent, la politique de 2 poids, 2 mesures, affaiblit certes la crédibilité de l'ONU et sape toute confiance dans le système international. Les Palestiniens, pourtant, continuent à recourir à l'ONU, à ses agences, à ses tribunaux, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est un lieu aussi de résistance diplomatique, juridique et symbolique. C'est un lieu d'exister et de survivre politiquement pour pouvoir faire entendre la voix de la Palestine. Les Palestiniens ont
toujours tenté de faire entendre leur voix par des moyens légitimes, conformément au droit international. Mais la grande question se pose aujourd'hui. La doctrine basée sur le droit, la force de droit, devant l'autre doctrine qui s'infiltre très fortement dans la mentalité des grands pays, basée sur le droit le plus fort. Qui gagnera? J'ai terminé la lecture de mes 2 pages, tout modestement. C'est une petite contribution, mais j'aimerais passer en revue à certains points que j'ai notés. Mais d'abord, il faut que je rappelle l'Assemblée présente qu'aujourd'hui, il s'est écoulé 100 ans depuis cette déclaration Balfour. 78 ans depuis la date de cette résolution de partage, dite plan de partage. Plus de 32 ans depuis l'accord d'Oslo entre Palestiniens et Israéliens. 13 ans depuis l'accession historique de l'État de Palestine à l'ONU, en tant que, bien sûr, membre observateur. 8 ans depuis la déclaration de Trump, la déclaration scandaleuse, la première, qui fait reconnaître Jérusalem et les plateaux de Golan syriens, les 2 occupés, comme étant israéliens et faisant partie de la souveraineté israélienne. Mais la dure réalité se présente aujourd'hui encore dans une période très sombre, très difficile, face à un monde plutôt tiraillé et déchiré dans des zones d'intérêt, et loin de tout principe et de toute valeur qui concerne l'homme. Donc l'intérêt a pris le dessus. Face également à des pays arabes trop affaiblis par leur querelle fratricide, et face aujourd'hui à une position américaine très radicale, doctrinalement radicale, hostile et même trop alignée à Israël. Absence totale de toute avancée politique réelle. On assistera à l'extinction du programme, l'extinction programmée de la lueur d'espoir, la seule lueur d'espoir qui existe jusqu'à aujourd'hui. Depuis Oslo, c'est cette solution à 2 États. On est d'accord, cette solution est en train de se disparaître. Mais on assiste aussi à cette roue qui tourne, la Nakba, qui est de retour de 48 en 2025. On voit encore les pires des scénarios en direct, très sévèrement. Apparemment, les descendants des bourreaux d'hier s'acharnent à terminer ce que leurs ancêtres n'ont pas pu finir. Justement, juste au recteur, Excellence du Monde, nous sommes en face d'un conflit de concepts. La patrie et l'État. Peu importe les différents scénarios politiques, peu importe le compromis politique que les Palestiniens ont accepté sous le dictat et sous les rapports de force qui règnent, la solution à 2 États n'était pas une solution palestinienne. Les Palestiniens s'acharnent à préserver leur place sur cette terre. Ils voudraient seulement et avant tout garder leur dignité en vivant chez eux, comme toute autre nation, librement et dignement. Donc, la partition peut être un projet malsain, peut-être un projet qui n'a pas sa place. Mais prouvez-nous que la partition ailleurs a amené à une guerre. La partition de Chypre garde quand même le statu quo des Chypriotes en paix.
divisés, mais chacun dans son camp. La Bosnie, c'est la même chose, Kosovo, c'est la même chose. Donc la partition n'est peut-être pas amenée à des guerres ou à la continuité des massacres. On a vu en Bosnie, on a vu en Kosovo, la situation s'est calmée. La guerre est terminée, mais le peuple ne sont pas réconciliés. Ça, je suis d'accord aussi. Et ça va être le cas entre Palestiniens et Israéliens, dans le cas où la partition sera dessinée correctement. Parce qu'entre paix et réconciliation, il y a aussi une grande procédure à faire. Pour amener les deux peuples à se réconcilier, il faut que le bourreau reconnaisse déjà le mal qu'il a commis, qu'il accepte de dédommager les victimes et de réparer l'injustice. Dans ce cas, chaque individu dans le peuple palestinien, je peux le garantir, il sera d'accord de vivre à côté d'un Israélien et il sera d'accord de vivre sans problème avec lui, de marchander avec lui, de l'inviter au dîner. Comme les Allemands et les Français, dans certaines époques, c'était très conflictuel. Donc, il faut faire la différence entre certains concepts, paix et réconciliation, entre compromis politique et patrie. Les Palestiniens n'ont jamais renoncé à leur patrie. Même le compromis politique qui était proposé et qui était accepté par l'OLP n'enlève aucune importance à cet attachement individuel palestinien à leur patrie, toute leur patrie. Et quand on parle de la Palestine, il ne faut pas que ça devienne exception. Maintenant, la partition de la Grande Syrie, selon Sykes-Picot, a réussi à départager la Grande Syrie en morceaux. Il y a la Syrie actuelle, moderne, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a la Jordanie, qui n'existe pas avant 1948, il y a la Palestine. Donc quand on parle de patriotisme, ou d'une nation, ou d'une identité nationale, il faut que les Palestiniens soient traités au même pied d'égalité que les autres. Ou bien on revient en arrière et on voudrait tous se faire dissoudre dans la Grande Syrie. Il n'y a pas de problème, les Palestiniens accepteront. Ou bien on ne veut plus de parler des frontières et des nominations politiques, à condition que les réfugiés palestiniens récupèrent leurs biens et reviennent dans leur pays d'origine. Il n'y a pas de problème. Les Juifs vivaient parmi nous. Ce n'était pas un problème contre les Juifs. Les Juifs n'étaient jamais visés dans cette question. Le problème, comme vous le savez, de l'antisémitisme, c'est un problème chrétiano-européen. Les Palestiniens payent le prix passé un peu plus tard. Ça s'est passé, comme vous l'avez très bien signalé, dans l'Europe de l'Est. Et nous sommes témoins, et nous sommes solidaires. Parce que comme nous refusons toute forme de racisme contre les Palestiniens, nous le refusons également contre les Juifs ou contre n'importe quel groupe ethnique ou religieux. Mais la Palestine n'avait jamais été un problème des cohabitations entre religions. La preuve, c'est qu'ils vivaient en Palestine, ils étaient respectés, on s'échangeait des visites, les chrétiens sont toujours là, et ils font partie, même les juifs palestiniens existaient et existent toujours, ils sont représentés au sein de nos instances législatives et exécutives. Mais il faut qu'on soit d'accord sur au moins une notion, qui est cette notion qui donne au peuple palestinien son droit à l'autodétermination, son droit à l'existence, à la vie, mais une vie digne et normale et en paix comme toute autre nation. Le règlement de la question juive a été, j'espère que vous partagez ça au moins avec moi, a été exploité par un esprit impérialiste et colonialiste. La question juive qui existait en Europe, et pour résoudre cette question, on ne l'a pas résolue
pour l'amour des Juifs. On l'a résolu en créant d'autres problèmes parce qu'on est soucieux de garder ces tensions dans cette partie du monde. Malheureusement, les Palestiniens sont victimes de cet Israël et de tous ceux qui l'ont créé, mais les Juifs sont aussi victimes indirectes de cette même puissance. Ça, mon point de vue. Et donc, il faut faire différence entre aussi être juif et être colon en Cisjordanie. Il n'y a pas de problème à être juif. On peut dialoguer. On n'a pas de problème. C'est une autre dimension. Nous, on parle de conflit politique, existentiel. Mais le problème religieux nécessite des théologiens. Mais nous, on a besoin de faire cette différence et de démarquer les frontières entre tous ces concepts. Il ne faut pas tout mélanger. La diaspora juive et l'immigration en Palestine n'est pas la même chose. Ce n'est pas une diaspora volontaire. Ça a été systématiquement programmé pour occuper une autre terre. Sous d'autres aussi mythes, on sait que de Herzl est parti pour une bonne volonté, pour trouver une solution pour les Juifs en Europe. Mais la propagande qui a succédé a fait qu'ils ont commencé à faire recours à des mensonges. La Palestine a été décrite comme une terre où coule le miel et le lait, le désert qui était fleuri. Tout ça, c'est des mensonges. La Palestine est une terre vide, est une terre sans peuple. Ça aussi, c'était un mensonge. Donc, tout ça doit être vraiment être tenu compte dans notre débat, et c'est important. Je m'arrête là parce que je ne veux pas abuser plus, mais je suis à votre disposition pour débattre sur toutes les questions.